Bienvenue pour ce nouveau webinaire des éditions Magenta. Nous sommes ce soir avec Hélène Romano. Bonjour Hélène. Et donc nous allons parler de comment accompagner les ados face aux pertes et au deuil à l'occasion de la parution récente de votre livre La perte, la mort, on s'en parle dans la collection Sans tabou. Donc je vous présente le livre qui est disponible en librairie, sur les librairies en ligne, Fnac, Amazon, Cultura. Donc c'est un ouvrage qui a été illustré par Clémentine Latron et donc qui donne des conseils aux adolescents qui ont connu donc justement des pertes ou des deuils. Ça, on va vous en parler pour voilà, apprendre à apprivoiser le deuil et à surmonter ces épreuves. Je vais laisser donc la parole pour démarrer à Mathilde Chavert qui m'accompagne et qui est notre éditrice, qui va vous présenter la collection Sans tabou dans laquelle s'inscrit l'ouvrage. Puis nous aurons une heure de questions-réponses avec Hélène qui répondra à nos questions mais aussi aux vôtres. Donc pour cela, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. On prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Je te laisse la parole, Mathilde. Merci. Je dois juste mettre les couvertures. Voilà. Donc d'abord, pour commencer, quelques mots sur la collection Sans tabou. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une collection de livres pratiques illustrés pour les adolescents de 11 à 15 ans, donc essentiellement pour les collégiens, même s'il y a certains titres qui peuvent aussi totalement intéresser des un peu plus grands, des lycéens. Donc, ce sont des livres sur des thèmes qui intéressent les ados, donc la confiance en soi, le stress, l'amitié, l'amour et la sexualité, l'orientation, les écrans ou encore les émotions. Je ne les cite pas tous parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Les auteurs et autrices de la collection sont des experts et des expertes du sujet traité. Donc, ils répondent aux questions des ados, ils donnent des conseils, des explications. Et ils proposent aussi des tests pour mieux se connaître et des jeux pour mieux connaître les thèmes traités. Le livre dont on va parler ensemble ce soir s'appelle La perte, la mort, on s'en parle. Et voilà, je vais passer la couverture. Donc quelques mots sur l'autrice, Hélène Romano, qui est avec nous ce soir. Donc Hélène, vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques. Vous intervenez auprès de patients qui ont vécu des traumatismes, donc immédiatement en tant que psychologue d'urgence avec le SAMU, puis en différé dans le cadre de prise en charge psychothérapeutique. Et vous avez déjà écrit plusieurs livres sur ce thème, mais plutôt à destination des adultes, des enfants ou des professionnels. Je voulais ensuite, pour introduire le thème, rappeler que quand on pense au mot deuil, on pense souvent spontanément à la mort. Et en fait, c'est vrai que le deuil n'intervient pas seulement dans des situations où on parle d'un décès. Donc, je trouvais ça important de préciser que même s'il y a le mot mort dans le titre du livre, on ne parle pas que de mort, en fait, dans ce livre. On parle de tous les types de pertes qui peuvent jalonner l'existence d'un peu tout le monde depuis l'enfance. Donc, par exemple, quand on change d'établissement scolaire, quand on déménage, ou à la fin d'une relation, par exemple une relation amicale ou amoureuse, on vit un véritable deuil, ou d'une manière plus générale, quand on perd quelque chose, une chose à laquelle on tenait particulièrement. L'idée en disant ça, c'est aussi de montrer aux ados que même s'ils n'en ont pas forcément conscience, en fait, ils ont déjà fait l'expérience de la perte par le passé. Et c'est intéressant de les amener à y réfléchir parce que ça montre qu'ils ont déjà réussi à surmonter ce genre de situation. Et dans le livre, du coup, on a proposé un petit jeu autour des expressions de la langue française dans lesquelles il y a soit le verbe perdre, soit le mot perte. Et on se rend compte qu'en fait, il y en a un certain nombre. On a mis quelques exemples, mais en plus, il y en a sûrement auxquels on n'a pas pensé. Mais voilà, il y en a quelques-unes dans le livre. Donc, par exemple, perdre la raison, perdre quelqu'un de vue, ou encore perdre son temps, ou perdre la mémoire, par exemple. Donc, ça montre bien qu'il y a différents types de pertes, plus ou moins sérieux, plus ou moins graves, en fait. C'est vrai que la mort, c'est un peu le sujet, peut-être le sujet tabou par excellence. Le plus souvent, on évite carrément d'en parler parce qu'on a peur d'être maladroit, on a peur de mettre son interlocuteur ou son interlocutrice mal à l'aise, de le rendre triste. Et même quand on se dit, bon, là, vraiment, il faudrait en parler, on ne sait pas forcément comment aborder le sujet, comment en parler, on ne sait pas forcément quoi en dire. Donc, c'est vraiment un sujet qui peut paraître, en tout cas à première vue, difficile à aborder. Et pourtant, vous faites remarquer, Hélène, que dans de nombreux cas, il vaut mieux en parler finalement que d'essayer de protéger l'autre en gardant le silence finalement.
Tout à fait. Et c'est vrai sûrement pour tout le monde, mais peut-être d'autant plus dans le cas des enfants ou des ados qui, s'ils n'ont pas toutes les informations sur un événement qui s'est produit, vont chercher en fait par eux-mêmes des hypothèses ou des explications qui peuvent être parfois assez éloignées en fait de ce qui s'est vraiment passé. Mais comme ils n'ont pas la vérité, ils vont essayer voilà, de combler les manques en imaginant ce qui a bien pu se passer. Donc l'objet de ce livre, c'était de voilà, proposer un ouvrage qui accompagne les ados, qui les rassure et qui les aide aussi, qui leur donne des clés pour mettre des mots sur leurs émotions. Donc on les invite à exprimer ce qu'ils ressentent, soit à l'oral en trouvant une personne de confiance à qui ils ont envie de raconter un peu ce qu'ils ressentent, soit ils peuvent aussi se confier à l'écrit parce qu'on peut écrire dans le livre. Il y a des endroits prévus pour dans l'ouvrage. L'enjeu, en un mot, hein, pour résumer le livre, c'était de trouver les mots justes pour essayer d'accompagner, de réconforter les ados. Je voulais ensuite vous montrer un peu plus en détail le sommaire et les thèmes dont on parle dans ce livre. Donc, on parle dans le premier chapitre des enjeux de la perte dans la vie. On s'intéresse aux questions pourquoi est-ce que la perte peut faire si mal, pourquoi on réagit tous différemment face à la perte. Dans le deuxième chapitre, on se focalise plus sur les émotions, donc qu'est-ce qu'on peut ressentir face à une perte. On verra tout à l'heure quelle est la différence entre tristesse, chagrin et détresse. On voit aussi que les émotions se manifestent différemment suivant la culture ou les cultures dont on est originaire. Dans le troisième chapitre, on s'intéresse plus précisément au deuil dans la vie. Comment est-ce qu'on réagit face au deuil? Est-ce que le deuil est une maladie? Comment faire face au deuil? Dans le quatrième chapitre, on parle de la mort dans la vie. Donc, pourquoi est-ce que la mort fait si peur? Est-ce que toutes les morts sont pareilles? Dans le cinquième chapitre, on aborde la question du suicide, donc qui est peut-être le sujet encore plus tabou que la mort, voilà, sujet qu'on aborde assez peu en général. Donc, on va voir aussi pourquoi c'est un sujet tabou, justement. Et enfin, dans le dernier chapitre, on parle des écrans, de la représentation de la mort à l'écran, par exemple voilà, dans des séries ou des films. Qui conditionne un petit peu peut-être la manière dont les ados vont s'imaginer ou se représenter la mort. Voilà, je voulais juste terminer en vous disant que le livre comporte de nombreux témoignages d'adolescents qui ont connu des situations de perte ou de deuil et qui racontent un petit peu ce qu'ils ont traversé, comment ils l'ont vécu. Donc voilà, Hermine vous disait que le livre est illustré par Clémentine Latron et ces illustrations apportent une note de légèreté pour parler de ce thème qui peut être assez grave. Voilà, donc Clémentine a toujours beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de tact, ce qui nous paraissait très pertinent pour parler de ce sujet. Hélène, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pourriez d'abord nous raconter un petit peu votre parcours? Oui, alors juste avant, j'insiste sur les illustrations de Clémentine Latron parce que en tant qu'auteur, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des ouvrages illustrés par des illustrateurs. Et là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une justesse et un peu d'humour, en effet, sur un sujet qui n'est pas simple. Donc, vraiment, je souhaite l'associer à cet ouvrage. Donc, j'ai un parcours qui commence à être long. Avec l'âge, je suis psychothérapeute. Moi, ça fait 30 ans que je travaille auprès des blessés psychiques. J'aime pas le terme de victime qui est très stigmatisant, mais plus blessés psychiques, des gens qui ont été exposés dans leur vie à des événements traumatiques. Alors, un événement traumatique, c'est un événement qui vient vous fracasser. En une fraction de seconde, vous êtes confronté à la mort. Vous avez vu la mort. Dans la réalité ou la mort psychique, par exemple comme les agressions sexuelles. Et cet événement traumatique peut entraîner des troubles qu'on appelle des troubles post-traumatiques, une blessure psychique, un trauma, qui est le terme plus générique qu'on va utiliser. Et donc, ma spécialité, c'est de m'occuper d'enfants, d'adolescents, du bébé à l'adolescent et d'adultes qui ont été blessés psychiquement par la vie. Alors, il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout. Ça intéressait personne. Moi, j'ai fait ma thèse sur les violences sexuelles en milieu scolaire. Le trauma, c'était vraiment pas du tout un terme qui était retenu et la clinique du trauma, qui vraiment, ça n'intéressait personne. Alors maintenant, on en parle beaucoup, des fois un petit peu de façon excessive. Donc, j'ai cette expérience de 30 ans en tant que psychothérapeute. C'est mon quotidien. Alors, j'ai longtemps travaillé au SAMU, puis maintenant.
Mais dans la prise en charge, entre autres sur le deuil, on n'intervient pas pareil quand on prend en charge un enfant, un adolescent. Là, je vais rester mon propos sur les ados. Au moment où on annonce le décès, qu'après. Il y a vraiment toute une continuité dans la prise en charge qui est importante à penser. Et quand on a l'expérience de l'immédiat et du post-immédiat, on arrive à adapter et à ajuster notre posture, nos propos aux enfants et aux adolescents. Donc, du coup, j'ai cette formation de psychothérapeute, cette activité, et je suis à la fois docteur en psychopathologie, habilitée à diriger les recherches, donc je suis thérapeute et chercheur, et docteur en droit et en sciences criminelles, parce que je fais pas mal d'expertise. Donc, mon champ d'activité est assez large. Et est-ce que vous pourriez nous dire, nous préciser, nous expliquer pourquoi vous vous êtes particulièrement intéressé à la prise en charge des traumatismes? Il y a un parcours de vie qui fait que c'était un thème qui était important pour moi. Et puis après, au fur et à mesure des rencontres professionnelles, des prises en charge, au début, j'ai beaucoup travaillé en milieu scolaire. Parce que j'ai commencé à travailler, j'étais sur un poste à profil particulier, qui était le dispositif Relais, c'était encore autre chose. Il y avait beaucoup d'enfants victimes de violences sexuelles qui étaient pris en charge par ces dispositifs, c'est-à-dire des enfants qui, à l'époque des prémices du dispositif, étaient des enfants criminels, des enfants dont le milieu scolaire ne pouvait plus supporter la prise en charge dans un cadre classique. Et par contre, ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire parce qu'ils avaient moins de 15 ans. On a réfléchi à des dispositifs. Après, ça a donné les dispositifs relais pour d'autres enfants en décrochage. Et le fait d'avoir pu constater qu'il y avait autant d'enfants qui avaient été victimes de violences sexuelles graves m'a amené à vouloir travailler sur la prise en charge en milieu scolaire des enfants victimes d'abus sexuels, soit au sein de l'école, soit des enfants agressés à l'extérieur, comment on les prend en charge dans l'établissement scolaire. Et puis bah, après, petit à petit, la vie, les rencontres fait que j'ai élargi mon approche sur la question du psychotrauma à tout ce qui était psychotrauma, y compris les morts violentes. Et en milieu scolaire, j'ai protocolisé les prises en charge en cas d'événements traumatiques. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites, qui travaillent dans le milieu scolaire. Vous avez des fois des cellules d'écoute qui sont mises en place. Et ça a été mis en place. La plupart des protocoles partent de mes travaux et de ceux du professeur Bobet. Merci. Pour en revenir donc au sujet du livre, Mathilde l'a un peu expliqué, mais donc vous faites référence à plusieurs types de pertes et pas que la mort. Oui. Quelles sont-elles exactement? Est-ce que vous pourriez nous le rappeler? Alors, la perte, c'est ne plus avoir à disposition quelque chose qu'on avait l'habitude d'avoir dans son environnement. Donc, ça peut être un objet, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Et c'était important quand on a construit, je dis on, parce qu'avec Mathilde, on a fait beaucoup d'allers-retours sur le manuscrit, et c'est aussi très riche en tant qu'auteur. La mort, on a cette notion que c'est la perte ultime, bien sûr, mais quand on est un enfant, quand on est un adolescent, on n'a pas forcément les ressources d'un adulte pour faire face à d'autres types de pertes qui, pour un adulte, peuvent paraître anecdotiques, mais qui, à hauteur d'enfant, peuvent être difficiles à vivre. Et un déménagement, par exemple, un changement d'établissement scolaire, une rupture amoureuse, la perte, elle peut prendre différents visages, différentes dimensions, mais elle peut, chez un adolescent, je vais rester sur les ados, être extrêmement violemment ressentie. Parce qu'il y a un temps d'insécurité, surtout à l'adolescence où on est entre le passage de l'enfant vers l'âge adulte, on a beaucoup de repères à trouver. L'adolescence en tant que telle est une forme de perte, mais pour du gain, hein, la perte, c'est pas forcément négatif. On perd son statut d'enfant, on devient ado et on va aller vers le monde adulte. Ça peut, et je dis ça peut, c'est pas une obligation, créer une incertitude, des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer. Et dans l'idée du livre, c'était bien sûr d'aborder la mort, parce que c'est le tabou du tabou dans la façon dont on parlait avec les enfants, les adolescents, mais aussi de permettre aux ados de comprendre que dans la vie, il y a plein de pertes. Peut-être des micro-pertes, des petites pertes, des grandes pertes, et comme vous le disiez tout à l'heure, des pertes auxquelles ils ont déjà été confrontés, qu'ils ont réussi à dépasser. Donc, c'était leur offrir ça, une représentation de ce qu'est la perte et de réfléchir. Il y a plusieurs supports pour réfléchir ensemble dans l'ouvrage. Quelles sont mes ressources pour faire face à des pertes, à des choses qui me bouleversent et qui vont venir créer une instabilité dans mon équilibre.
Et encore une fois, l'instabilité, c'est pas forcément du négatif, hein. La perte, elle peut, et souvent, elle va entraîner des choses positives. Je vais apprendre à mieux me connaître, à connaître les ressources de mon entourage, de mon environnement, entre autres scolaires. Et justement, est-ce que les pertes symboliques, les déménagements, les ruptures, ça peut être aussi marquant que la mort d'un proche en termes de sentiments, de toutes les émotions que ça fait? Parce que parfois on a l'impression que les adolescents vivent tout de manière, non pas, le terme ce serait pas exagéré, mais vivent tout intensément. Et est-ce que là-dessus, il y a vraiment à prendre en compte de la même manière que éventuellement un décès? Alors, on pourrait dire que l'intensité de la perte, la répercussion de la perte et l'intensité des répercussions dans le fonctionnement psychique d'une personne, mais là on va rester sur les ados, est d'autant plus forte qu'il y avait des liens. C'est-à-dire que quand je perds, alors prendre un exemple, si je perds un objet, c'est pas la valeur financière, je perds un objet qui a aucune valeur ni affective ni financière, bon, ça peut m'embêter parce que j'en avais besoin, mais c'est pas dramatique. Je perds un objet qui a beaucoup de valeur financière, ça peut m'effondrer, ou un objet qui a une valeur affective intense, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, ma grand-mère est plus là, je le perds, je peux m'effondrer totalement parce que j'avais un intérêt extrêmement fort, un lien très fort. Et ça peut paraître choquant, mais on a des adolescents qui certaines fois vont être totalement effondrés, mais psychiquement effondrés, parce qu'ils ont une perte amicale, parce qu'ils ont perdu quelque chose qui, pour les parents, bon, c'est un objet lambda, mais pas pour l'adolescent, et certaines fois qui ont beaucoup plus de peine, qui sont effondrés véritablement psychiquement, beaucoup plus que la perte, le deuil, la mort d'un oncle, d'un grand-père ou d'un parent qu'ils ne connaissaient pas ou peu. Dans les fonctionnements familiaux actuellement, on a des enfants, des adolescents qui sont plus en contact avec un des deux parents, qui connaissent quasiment pas certains la famille d'un côté du père de la mère. Donc quand les personnes décèdent, s'ils les connaissaient pas, il peut y avoir de la peine, mais souvent pour leurs proches qui sont dévastés par le chagrin, mais pour eux-mêmes, ça n'a pas la même intensité. Donc oui, certaines fois, il y a des pertes je pense à des ados qui ont déménagé, qui ont quitté leur cadre amical, leur établissement scolaire, qui des fois ont été s'installer dans des régions où on pourrait dire waouh, c'est super, ils sont au soleil, au bord de la mer, à la montagne. Mais eux, c'est pas ça l'enjeu. Ils ont perdu leur repère et ils peuvent être effondrés. Oui. Je me souviens qu'on s'est aussi posé la question quand on commençait à travailler sur le livre est-ce que le fait de s'attendre à la perte ou à la mort, ça atténue un peu peut-être l'effet de choc ou l'émotion de tristesse ou de chagrin. Et vous me disiez que pas forcément, enfin qu'a priori c'était pas forcément un facteur qui pouvait voilà, rendre l'émotion moins vive, on va dire. C'est tellement variable selon les situations et selon le jeune, les ressources qu'il peut avoir. Je vous parlais du trauma tout à l'heure. Le trauma, c'est une effraction de l'appareil psychique. Donc, en un instant, on n'a plus de protection. On ne peut plus du tout traduire ce qu'on vit, essayer de mettre du lien avec des choses connues. Donc, cet impact-là, il est extrêmement violent et déstructurant. La mort a cette dimension-là, parce qu'a priori, on n'a pas été confronté à la mort. Quand ça arrive, ce que ça représente de plus avoir mon frère, mon père, mon grand-père à côté de moi, ça peut être complètement déstructurant. Et on peut avoir, je dis on peut, hein, c'est pas du tout automatique, on peut avoir dans des situations qu'on va nous appeler de pré-deuil, un parent très gravement malade, ce qui peut être un exemple malheureusement fréquent. L'enfant, l'adolescent peut, avec ce parent, dans certains cas, anticiper, se dire au revoir, transmettre des choses de part et d'autre. Et quand le parent décède, il y a un effondrement, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire que l'adolescent, il n'est pas touché par la mort de son parent, mais il y a une forme d'anticipation. Ils sont capables de nous dire, on s'y attendait. Ce qui n'est pas du tout pareil que s'ils reviennent du lycée et qu'on leur dit, bah voilà, il y a eu un accident, il faut qu'on dise, ton père est mort. Dans les deux cas, c'est violent, mais dans un cas, on a pu anticiper psychiquement un petit peu plus que dans l'autre. Ça n'enlève rien à l'intensité de la peine et de la perte, mais la douleur psychique est contenue différemment. D'accord. Et pour continuer à parler des émotions, justement, quelle distinction on peut faire entre, par exemple, la tristesse, le chagrin et la détresse? Alors, on pourrait faire un continuum entre la tristesse, c'est quelque chose qu'on va tolérer un petit peu. On essaye on va pas dire l'acceptation, mais on apprivoise un petit peu. Le chagrin, donc la tristesse, c'est plus ponctuel.
Je suis triste, c'est vraiment un terme qu'on utilise plus à un moment ponctuel. C'est une émotion à un moment ponctuel. Le chagrin, c'est plus dans la continuité, dans le temps. Le chagrin, c'est une accumulation de tristesse, qui est vraiment quelque chose qui est, dans nous, notre compréhension, plus dans le long terme. Le chagrin, c'est un état, c'est pas un moment. Ça peut être des synonymes, mais on est triste à un moment donné, mais on a une émotion vraiment, on est débordé par le chagrin. Et puis, la détresse, on a un niveau aigu de souffrance psychique, de tristesse, mais aiguë, où il y a aucune acceptation, aucun apprivoisement de la situation. On est dans l'indicible. Donc, c'est vraiment un extrême. On pourrait dire il y a une continuité. Ça, c'est une façon peut-être un peu simpliste de le dire, mais ce ne sont pas les mêmes mots, en fait. Et c'est important quand on a un adolescent qui souffre, de l'aider à mettre des mots, être en détresse émotionnelle. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, des ados. C'est un état très particulier. Être triste, ça peut être un état, je mets des guillemets, adapté. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon chien auquel j'étais attachée. Je suis extrêmement triste. C'est plutôt adapté d'être triste quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait ou quelque chose. L'état de détresse, c'est au-delà de la tristesse, où là, on va commencer à se dire que c'est une tristesse dans un tel niveau de pleurs, d'asthénie, de retrait, de régression, qu'il y a probablement besoin d'accompagner autrement que par la consolation, qui est vraiment le point essentiel quand on accompagne des ados en souffrance. Mais la détresse, il faut certaines fois envisager plus un soutien psychothérapeutique. Et justement, les ados que vous accompagnez, comment est-ce est-ce que déjà ils expriment leur chagrin ou leur désarroi? Est-ce qu'ils l'expriment par des mots? Alors, c'est une bonne question. Enfin, les autres étaient bien aussi, mais c'est une question qu'on se pose en tant que thérapeute parce qu'on peut s'attendre à ce qu'un adolescent endeuillé s'exprime comme un adulte. Et l'ado endeuillé, il ne va pas s'exprimer comme l'enfant. Enfin, donc, on peut avoir ce repère en disant bah, il doit être triste, il doit pleurer, etc. Et on a certaines fois, alors moi je les reçois en libéral en cabinet, mais quand je les recevais à l'hôpital en consultation juste après un décès, il y a souvent la posture de l'adolescent devant les parents et quand il est seul. Alors en libéral, à l'hôpital, certaines fois ils étaient un peu contraints de venir ou on était avec le SAMU, on intervenait à ce moment-là. En libéral, il y a vraiment une volonté, un besoin à un moment donné où ils acceptent d'avoir au moins une consultation ou voire même d'être suivis, mais ils n'ont jamais la même posture en présence du parent ou quand il n'y a pas le parent ou les parents. En présence du parent, ils ont souvent une tendance, mais les enfants aussi, à mettre en deçà leur détresse pour pas majorer la peine des parents. On a des parents, certaines fois, qui vont dire, voilà, surtout quand il y a des pères de fratrie ou de l'autre parent, je voudrais qu'il aille voir un psy pour savoir s'il va bien. Mais je pense qu'il va bien. Et le aller bien du parent, c'est pas forcément le aller bien d'un psy ou le aller bien de l'ado. Et on va avoir des adolescents comme ça qui, même des fois dans les gestes, vont rassurer le parent et qui vont essayer de dire ce que le parent veut entendre, en tout cas pas du tout affoler le parent. Et on a des adolescents, quand les parents sont partis, le parent est parti, qui là s'autorisent beaucoup plus facilement à mettre des mots sur leurs ressentis. Mais ils vont pas forcément s'effondrer en larmes, hein. La peine de l'adolescent, elle peut s'exprimer par une perte de confiance en l'avenir, une perte de sens de vie par rapport à cette réalité qu'est la mort, à quoi ça sert que je vive puisque je vais mourir. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la peine, dans le chagrin. Donc c'est là-dessus, c'est le décryptage à avoir avec des adolescents. On a des adolescents qui vont vraiment partir dans des conduites addictives parce que les conduites addictives souvent visent un petit peu à anesthésier la souffrance psychique, donc dans les écrans, dans les consommations, dans plein de choses. Et c'est aussi une forme d'aide dans le chagrin. Simplement, il faut le décrypter. Et on se demandait aussi si vous voyez des différences dans la manière d'exprimer les émotions entre les garçons et les filles. Alors, j'en vois, dans la littérature, on cite aussi des différences, mais avec un biais, mais qui est important. Euh, dans nos sociétés occidentales, et c'est pas tout à fait pareil dans des sociétés plus traditionnelles, il y a encore la peine, le chagrin reste très genré.
vous êtes un petit garçon, on va vous apprendre encore maintenant, souvent on entend ça dans les parcs, hein, petit garçon qui tombe, t'es fort, t'es un garçon, sois fort, tu vas devenir un homme ça pleure pas, c'est une mauviette, il y a une intolérance qui reste encore aujourd'hui, qui est plus forte à l'égard des garçons qui manifestent leur peine et le chagrin qu'à l'égard des filles. Alors ça ne veut pas dire que les filles seront plus consolées, mais socialement c'est comme si c'était plus toléré que les filles pleurent plutôt que les garçons. Et on voit dans d'autres types de traumas, comme les agressions sexuelles, j'en parlais tout à l'heure, ou le harcèlement à l'école, les filles, il y a plus de plaintes du côté des filles. Alors, est-ce qu'elles se plaignent plus parce qu'elles y sont plus autorisées socialement et ou est-ce qu'elles sont plus entendues? Je pense qu'il y a les deux. Donc, dans la façon de manifester le chagrin, euh, une adolescente qui va pleurer, imaginons une situation où le papa est décédé, l'adolescente qui pleure, il n'y a pas la même charge mentale sur elle par la famille, et la famille ne se rend pas toujours compte de cette charge-là qui est mise, que sur l'adolescent qui a 15-16 ans, qui est l'aîné de la fratrie, le papa est décédé, et là, la famille lui dit, c'est toi qui prends le relais, ce qui n'est pas forcément la bonne chose, mais qui va mettre une charge plus importante. Oui, on n'a pas la même expressivité, et puis surtout, socialement, on n'a pas la même attention et l'écoute portée à nos enfants et à nos adolescents, filles et garçons. C'est intéressant de se dire que dans d'autres cultures, c'est différent. Moi, c'est une des choses que je Oui, retiens du livre aussi, que oui, finalement, la façon d'appréhender la mort est assez variable suivant les cultures. tout à fait, oui. Vous parliez aussi donc à l'école et je sais qu'il y a pas mal d'enseignants qui nous suivent ce soir. Euh, il y a l'accompagnement des parents, des psychologues, psychiatres, mais est-ce que les enseignants peuvent jouer un rôle dans l'accompagnement d'un élève qui justement connaît une situation de deuil ou de perte? Alors là, on va rester dans les ados, hein, donc Oui, collège-lycée. L'élève, il peut être endeuillé parce qu'il y a un camarade qui est décédé. Le camarade, il peut être décédé dans l'établissement ou en dehors de l'établissement, en dehors du temps scolaire, ce qui n'est pas la même chose. Quand il est décédé dans l'établissement, on est dans un événement traumatique. Donc là, souvent, il y a des cellules d'écoute, il y a l'intervention certaines fois des cellules d'urgence du SAMU, parce qu'il y a la confrontation à l'image de la mort. Je vais passer les détails, mais ça peut impacter véritablement et blesser avec des cauchemars, les images, enfin, tout qui revient, c'est assez épouvantable. Quand il y a un deuil à l'extérieur, les établissements, certaines fois, pensent à mettre en place des choses, mais il faut surtout pas mettre les mêmes choses que quand c'est la mort en direct, parce qu'on est sur du deuil. Donc, un adolescent, et là, c'est la communauté scolaire qui est endeuillée, éventuellement selon la place de l'enfant. Si c'est un élève de troisième qui a fait toute sa scolarité dans le collège et qu'on est au mois de juin, c'est pas tout à fait pareil que si on est le 10 septembre en sixième. Vous voyez, l'impact n'est pas le même. Si c'est un jeune prof qui vient d'arriver, c'est pas tout à fait pareil que si c'est un enseignant qui avait toutes les classes et qui était là depuis 20 ans. Donc, l'impact du deuil sera pas le même, mais c'est une communauté scolaire qui est endeuillée. On peut mettre en place des choses, mais c'est du deuil. Donc, il faut faire attention de ne pas trop en faire et de ne pas psychiatriser le deuil. Ce que l'on voit malheureusement certaines fois, parce qu'on est pris par l'émotion. C'est-à-dire, si on transforme un deuil extérieur qui concerne la communauté scolaire et qu'on va intervenir pareil que lorsqu'il y a eu la mort dans l'école, souvent ça va déstructurer davantage l'institution et fragiliser davantage les jeunes. Et puis, on a un adolescent qui peut être endeuillé parce qu'il a perdu son frère, un parent, un proche, et que l'établissement a été prévenu. Alors, des fois, il est prévenu parce que la fratrie était dans le même établissement. Des fois, il est prévenu par les rumeurs qui disent que, etc. Donc, ce qui est vraiment important dans ces cas-là, le retour que font les ados quand il y a une mort personnelle à l'extérieur, c'est qu'ils vivent extrêmement mal, mais vraiment, s'il y a des professionnels du milieu scolaire, extrêmement mal, le fait que l'école s'approprie leur histoire et en parle. Un exemple qui est assez fréquent, une maman, un papa appelle en indiquant que l'autre parent est décédé, pensant bien faire, certains chefs d'établissement ou enseignants prennent la parole devant la classe en disant, voilà, on va l'appeler Gaston, la maman de Gaston nous a appelé ou le papa et nous a expliqué que Gaston n'était pas là parce que son père est mort. Mais Gaston, quand il revient, il veut que l'établissement soit comme avant. Donc ça lui appartient à lui d'en parler et pas à l'école de faire l'annonce. Et là, il y a un grand travail à faire qu'on a essayé de faire avec Thierry Bobet dans les protocoles de prise en charge, parce que voulant bien faire, certaines fois, on va contaminer toute la classe et on va déposséder l'enfant de son histoire. Si moi, je suis enseignante,
chef d'établissement, que j'ai perdu mon enfant, que j'ai perdu mon mari, j'ai pas forcément envie que l'établissement scolaire en parle sans mon accord. Si mon chef d'établissement me dit, bah, écoutez, je pense que ça serait important, j'ai pensé que c'était important de mettre un mot dans la salle des profs ou d'en parler à vos collègues, ça m'appartient de dire oui ou non. Ça, c'est très important de ne pas déposséder de son histoire. Donc, les enseignants, mais dans un établissement scolaire, il n'y a pas que les enseignants, c'est vraiment la part très importante et pour moi vitale, mais il y a tous les personnels de direction administrative, les CPE, les personnels médico-psychosociaux qui sont dans les établissements scolaires, et chacun a sa place. C'est extrêmement important. Les enseignants, c'est eux qui passent presque plus de temps des fois que les parents sur certaines périodes de l'année avec les jeunes et qui les connaissent très bien. Donc, ça va être très important pour eux de repérer, j'appelle ça des fractures dans le développement, un enfant qui tout d'un coup décroche, alors qu'il était plutôt bon élève, qui tout d'un coup devient, comment dire, insultant alors qu'il respectait l'autorité, des réactions comme ça, ou qui, à l'inverse, alors qu'il ne faisait rien, se met à travailler de façon complètement inhabituelle. Alors là, on est plutôt satisfait, mais les changements, ils sont à repérer, parce que ça peut être un signe de souffrance. Par contre, ce qui est important pour l'enseignant, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de bien comprendre que sa place d'enseignant est vitale et qu'il ne peut pas, parce que ça créerait de la confusion pour tout le monde, être l'assistant social, l'infirmier, le psychologue du jeune. Même quand un jeune vient vous parler, on a des jeunes qui ont des liens très forts avec leur enseignant, qui vont aller lui parler, alors certaines fois même il y a des échanges de téléphone, des choses qu'on ne ferait pas avec les autres élèves, mais voilà, cet élève il a perdu ses parents dans un accident, donc on est touché, on lui donne notre téléphone et on va créer voilà, des glissements de lieux, de postures qui sont une aide pour personne au final, donc c'est pas évident. D'où l'importance certaines fois de se faire aider, soutenu. Et s'il y a des collègues enseignants, vous avez le réseau PASS de la MGEN qui propose des consultations avec un psy extérieur au milieu scolaire pour pas rester seul si on est un petit peu perdu dans la posture, ce qui est inévitable. Il y a des situations. Moi, j'ai géré l'accueil des rescapés du tsunami. On avait des enfants qui revenaient, ils avaient perdu leurs parents et toute la fratrie. L'établissement scolaire qui accueille, bah, les médias en ont parlé, tout le monde en a parlé. C'est compliqué de rester enseignant à sa place d'enseignant contenant, dire aux jeunes qu'on a su, qu'on est là, qu'on peut être présent pour lui s'il veut en parler, et de ne pas être trop débordé quand tout d'un coup, le jeune ne va pas bien, donner son téléphone, lui proposer de venir prendre un café, ou un McDo, là, c'était un McDo à l'extérieur de l'établissement, ça met tout le monde en risque. Donc, il faut pouvoir être accompagné dans un établissement scolaire. Ce qui est pas mal au final, c'est qu'il y a plein de monde, mais il faut arriver à être dans une continuité, ce qui n'est pas toujours évident parce que la mort, ça déstructure tout ça. Et justement, quels sont les signes? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut revenir dessus sur les signes qu'un deuil se vit mal ou qu'il y a un traumatisme? Qu'est-ce qui doit nous alerter en tant que parents, que proches, voire enseignants? Alors là, je vais rester sur le deuil parce que les signes des événements traumatiques, il nous faudrait 4 ou 5 webinaires. Et comme le livre porte sur le deuil et la perte, l'élément peut-être à garder en repère, c'est un changement. Il peut changer de façon positive, hein, il décrochait, il vient. Un changement. Ce qui va souvent nous interpeller, c'est les extrêmes, c'est-à-dire les comportements très externalisés. L'adolescent qui tout d'un coup devient agressif, qui insulte un prof, qui frappe, qui tape, qui se scarifie en cours, qui va se mettre à hurler, à pleurer. Lui, il manifeste, on ne peut pas le louper. C'est comme un appel à l'adulte. Donc eux, on arrive relativement à les repérer. On va mettre ça en lien avec le deuil si on sait qu'il y a eu un deuil. Certaines fois, on ne le sait pas et c'est dans le cadre d'une prise en charge à l'infirmerie avec le prof principal que le jeune va dire bah, j'ai perdu mon père, j'ai perdu par le père, souvent on est au courant les parents, mais mon grand-père ou mon cousin, et on va comprendre pourquoi il allait mal. Mais si l'établissement sait qu'il y a eu un deuil proche dans la famille proche de cet adolescent-là, ces comportements-là vont être compris, souvent et repérés comme tels. Et l'autre extrême, qui est plus difficile à repérer, c'est des troubles internalisés. Un ado qui va se mettre en retrait, qui était devant la classe et qui va se mettre plutôt en fond de classe, qui ne participe plus, qui s'isole
il s'isole, il n'est plus avec les autres parce qu'il trouve que les autres, à juste titre, ne le comprennent pas. Il a l'impression de ne plus être soutenu, de ne plus être accompagné. L'isolement. Mais au début, ce n'est pas très visible. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, c'est vrai que ça serait intéressant de former davantage. On essaye, mais il y a beaucoup de monde à former. Les professionnels du milieu scolaire à repérer, on va dire, un ado qui va mal. Et il va mal, des fois, à cause du deuil, ou il va mal certaines fois pour d'autres raisons. Mais le deuil, le mal-être de l'adolescent, il va être aussi certaines fois avec les mêmes formes d'expressivité qu'un adolescent qui a été agressé, qui a subi des choses compliquées. La particularité des adolescents qui sont en deuil par rapport à la mort, c'est certaines fois des questionnements sur la mort, j'allais dire une appétence, entre guillemets. Hein. Euh, Quelqu'un que j'aime est mort, donc bah, peut-être que je peux mourir pour le retrouver, alors que je sais que quand je meurs et que je suis ado, bah, je meurs pour toujours. Un petit, c'est pas que la mort, c'est pour toujours. Ça, c'est quelque chose que l'on a de très spécifique des adolescents endeuillés, en plus des autres troubles. Un enfant qui a été violé, il va pas forcer, il peut avoir des troubles externalisés, internalisés. Un enfant qui est harcelé, pareil. Mais l'idée de mourir peut être présente, mais elle est moins envahissante. C'est beaucoup plus présent dans le discours des adolescents endeuillés. Hmm. Et justement, je me suis permise d'afficher un extrait du livre où vous parlez de tous ces signes-là. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, Mathilde, rapidement. Oui, on voulait proposer voilà, une synthèse un peu visuelle de ce dont vous parliez, les différents signes qui peuvent être repérés de mal-être chez les ados, donc les signes qui se voient, hein, dont vous avez parlé, difficultés scolaires, troubles du sommeil, des pleurs, des peurs inexpliquées qui apparaissent, le fait de se mettre en danger aussi, hein, ça peut s'observer. Donc la partie cachée de l'iceberg avec les signes qui ne se voient pas, donc le fait voilà, de moins voir ses amis, de décrocher au collège ou au lycée, d'avoir des idées noires qui vont être de plus en plus envahissantes ou encore d'abandonner les projets qu'on avait. Voilà, parmi les choses qu'on peut repérer. Oui, c'est vraiment cette idée, ce qui est visible. Alors, c'est très perturbant, hein. On se sent vraiment pas bien en tant qu'adulte quand on a un adolescent, ou un enfant, mais un adolescent là, qui va exploser de peine, de douleur et qui va taper dans les murs, qui va casser des choses. On n'est pas bien parce qu'il faut contenir ça. Mais quelque part, au moins le jeune, il est dans une recherche de l'autre, de l'adulte. Et la mort, surtout s'il a perdu un proche, ça vient perturber un sentiment de sécurité qu'ont la plupart des enfants, des ados, avec l'idée qu'on est un petit peu tous euh, dans l'universalité, on ne va pas mourir, on est éternel. Hein. Et la mort vient rappeler que ben non. Et du coup, ça crée quelque chose qui est terrible. Je ne peux plus faire confiance à l'adulte parce que la mort peut être là, il peut mourir aussi. Donc, je me renferme sur moi. J'ai plus confiance en l'adulte. Je ne sais plus de chercher l'adulte. Et ça, c'est toujours compliqué pour les enfants, c'est toujours compliqué pour les adolescents et c'est aussi compliqué pour les adultes parce qu'on ne les repère pas. Donc, on a voulu aussi, avec Mathilde, quand on a conçu, pensé le livre, proposer une image pour que les adolescents puissent s'autoriser à dire, bah oui, peut-être qu'en haut, oui, je montre les choses, mais en bas, si je vais pas bien, c'est important que je puisse en parler. Et justement, quand on repère des signes comme ça de mal-être chez un ado, quels conseils on peut donner aux ados pour les aider à aller un peu mieux? On essaie déjà soi-même de respirer calmement pour pas trop contaminer l'ado avec nos peurs. On n'a pas la même place si on est parent que si on est professionnel. Hein. L'identification projective est un petit peu différente. L'adolescent, le nommer, lui permettre de comprendre qu'on a vu. Ça peut paraître évident, mais c'est pas si simple. Euh, Avec une formule, par exemple, on peut dire à notre ado, si je suis parent ou professionnel, mais t'es triste, ça va pas, ou c'est un petit peu trop dans l'injonction. Et ça fonctionne mieux quand on utilise ce qu'on ressent. Mais je te trouve comme ça, j'ai l'impression que depuis que papa est mort, ou depuis que ton copain est mort, ou depuis que tu as perdu ton chien, je ne sais quoi, tu n'arrives plus à accrocher à l'étape au collège, que c'est compliqué. Je me demande pourquoi, ou je me demande si c'est en lien avec ça. Votre ado, il y a de fortes chances qu'il vous fasse, bon, bah non, pas du tout, rien à faire. Mais
même pas mal. Ça veut dire qu'il a capté qu'il y avait des adultes qui étaient là, qui se faisaient du souci pour lui. Mais certaines fois, ça peut être aussi, je reprends ce jeune avec du tsunami, parce que c'est une situation assez épouvantable en termes de nombre de décès dans la famille. Il revient, il n'y a plus personne. Et au collège, il rigolait, il plaisantait. Il aimait mettre de la musique dans la salle de sport avec ses copains. Et ça déroutait beaucoup les adultes de se dire, mais il n'a pas de chagrin, il n'a pas de peine, il a tout perdu, il n'a pas de chagrin. Et en fait, il a fallu prendre du temps avec ce jeune pour utiliser ce qu'on appelle le levier réflexif, lui dire, mais quand je te vois comme ça en train de rigoler, en train de plaisanter, je me dis que peut-être t'as pas de chagrin, mais je me dis que peut-être, ça marche bien, ça je me dis que peut-être tu es submergé et rire, c'est aussi une défense pour pas t'effondrer. Et ça, c'est très important parce qu'ils luttent tellement, les enfants, les ados, pour pas nous montrer leur détresse, que pouvoir leur dire, moi, je me dis ça, mais je peux me tromper. C'est une façon de leur dire, je suis là. L'ado endeuillé, comme l'ado en souffrance, comme l'enfant, il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul au monde. Donc, il faut pouvoir lui dire, je suis là. Tu peux compter sur moi. Et dans un établissement scolaire, on peut faire le relais avec d'autres professionnels. Il ne vous parlera peut-être pas à vous, mais le principal, c'est qu'il puisse parler s'il le veut. On ne force pas. Ça, c'est vraiment important. Et encore une fois, comme les ados n'ont pas la même forme de manifestation de douleur que les adultes, de ne pas attendre forcément qu'il ait notre forme à nous, d'adultes, de détresse, de souffrance, mais dire, voilà, je suis là, j'ai appris ce qui s'était passé, si je suis prof pour ton père, euh, sache que je suis là, s'il y a quoi que ce soit, tu peux venir me voir, ou s'il y a des remarques d'autres camarades, c'est important que tu viennes me voir. Et un point, j'essaie de faire des réponses courtes, mais je suis hyper bavarde. À l'adolescence, on a certaines fois des ados qui ont été endeuillés enfants. C'est assez fréquent. Le deuil, hein, c'est l'expressivité du deuil, c'est pas linéaire, hein, les hauts, des bas. On a des fois des enfants qui ont perdu alors un parent, une fratrie, tout petit. Ils ont eu leur façon à eux de manifester le deuil, sauf que nous adultes, on l'aperçoit pas toujours. Et qu'à un cas, ça avance. D'ailleurs, les parents, je pense à des, moi, j'accompagne beaucoup d'enfants orphelins qui disent non, non, mais le petit, ça va, il n'y a pas de problème. Et à l'adolescence, ça craque. Et ça craque souvent à l'adolescence. Je pense à un petit patient qui a perdu son papa à 5 ans. Là, il a 15 ans. Ça devient ingérable en termes de violence pour la maman. Et la maman me contacte. Et en fait, cet ado-là, il a très peur de mourir. Puisqu'il devient bientôt un homme comme son père, il va mourir. Et c'est insupportable. Donc, il est dans des agirs très violents qui sont des manifestations du deuil à 10 ans d'écart, mais qui sont des manifestations de deuil et qui sont à comprendre en tant que telles pour accompagner la prise en charge et adapter la thérapie. Donc, il y a cette expressivité de la douleur qui est à prendre aussi en compte. Et aussi, toujours sur le thème de la mort, il y a une forme Mathilde l'avait un peu évoqué aussi dans son introduction, la question du suicide, qui est encore plus tabou, on a l'impression. Pourquoi en fait justement la question du suicide est plus tabou qu'une mort par maladie ou naturelle? Alors, dans notre culture, c'est tabou. Oui. Vous allez au Japon, c'est pas tabou, hein. Donc, il y a aussi la connotation culture judéo-chrétienne, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prend la mort. On n'a pas à suicider. Et en France, si on prend la France, hein, au 19e siècle ou au 18e, un petit peu au 19e, quand vous aviez un proche qui se suicidait, la famille était spoliée, vous perdiez tout, on ne pouvait pas faire de rituel funéraire et le corps était soit abandonné, soit mis à la décharge. Enfin, c'était quand même extrêmement violent. On a encore aujourd'hui dans des religions, alors tous les types de religions, des gens très très religieux, des responsables religieux qui refusent de faire les dernières prières, derniers soins liturgiques auprès des personnes qui sont mortes. Donc ça, c'est quand même le tabou du suicide. Et un enfant, ça ne donne pas la mort. On a, depuis le Covid, hein, une explosion, enfin un nombre exponentiel de suicides d'enfants, qui est absolument effrayant. Et pour vous dire l'impact que ça représente pour des urgentistes, quand on fait un constat de décès, on marque d'emblée, il y a un petit formulaire. Et une fois que c'est renseigné, on ne peut pas le modifier, le formulaire. Donc, un enfant qui est retrouvé mort, souvent, les médecins vont mettre accident Et puis après, il y a peut-être un examen, une autopsie, une enquête. Et là, on va se rendre compte que c'était un suicide.
parce que l'enfant avait laissé un message ou parce qu'il n'a pas pu tomber par accident ou de la fenêtre, etc. Mais c'est enregistré comme accident. On ne peut pas modifier pour les statistiques. Donc, il y a un biais par rapport au nombre de décès par suicide, mais quand on est urgentiste, quand on est clinicien, on sait que ça augmente de façon effrayante chez des enfants et chez des adolescents, avec un tabou qui est lié à la culture, qui est lié à la société. Quand vous êtes parent, que votre enfant s'est suicidé, les parents ont toujours un poids très, très fort. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce parent? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pour pas avoir réussi à empêcher leur enfant de se donner la mort? C'est extrêmement culpabilisant. D'où certaines fois des parents qui essayent de se demander est-ce que c'était pas du harcèlement, est-ce que c'était pas une pratique dangereuse, genre jeu du foulard, parce qu'un enfant qui se donne la mort, un ado qui se donne la mort, c'est juste indicible, c'est incompréhensible. Donc on a ces tabous-là qui s'enchevêtrent les uns avec les autres, et le suicide chez l'adolescent, on en avait parlé avec Mathilde, quand moi je faisais part des points qui me semblaient importants. Et c'est vrai que c'est un point important, mais aller parler du suicide à des ados, il ne faut pas leur donner des idées, bien sûr. Mais vous avez une épidémiologiste qui a fait les études les plus remarquables sur les idées suicidaires des adolescents, qui s'appelait Marie Choquet. Les dernières études datent d'il y a 10 ans, mais je pense que les chiffres seront encore plus hauts, où on se rendait compte, enfin, elle évaluait à près de 60% de collégiens, donc des petits ados, qui avaient des idées suicidaires, des idées, hein, avoir pensé au suicide. C'est parce qu'on y pense qu'on va l'agir. Donc, dans un ouvrage consacré aux ados sur la perte, la mort, on en parle, on ne pouvait pas ne pas parler du suicide. Donc, d'expliquer et d'avoir les ressources aussi, si j'ai des idées noires, pour ne pas rester seule avec mes idées noires. Ouais. Et justement, en fait, est-ce que c'est plus difficile, j'imagine, de faire son deuil dans le cas d'un suicide avec toutes les questions qui se posent derrière? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier à apporter lorsque la mort intervient dans ces circonstances? Alors, c'est souvent considéré comme plus difficile parce que c'est une mort intentionnelle. Et on se dit tous, on aurait pu l'empêcher. Mais les enfants et les ados, les petits, mais les ados, ça arrive encore. Quand un parent est malade, il théorise en disant que c'est peut-être à cause de lui qu'il est malade, qu'il a le cancer. C'est peut-être à cause de lui l'accident. Donc les enfants, les ados un petit peu moins, ça reste un petit peu encore dans leur théorie face à la mort, ont tendance à s'approprier ou à se rendre responsable de la mort. Ça n'a pas de sens, mais c'est leur façon à eux de s'approprier l'impensable. Pour les suicides, l'ado est un peu en entre-deux, enfant-adulte. Il y a cette idée que ça aurait pu ne pas arriver. Donc, c'est extrêmement marqué par la culpabilité. Et là, on a aussi des situations très variables. Vous avez des enfants dont un proche se suicide, un camarade, un parent, une fratrie, et qui lui ont annoncé qu'ils allaient se suicider. Les réseaux sociaux, il y a les ados qui se suicident, qui laissent des messages aux copains, des fois des messages préenregistrés qui vont arriver derrière, un parent qui va pas bien, qui n'arrête pas de dire à son fils, je vais me tuer, ou à sa fille, je vais me tuer, j'en peux plus de toi, là, j'en peux plus de la vie. Donc, quand le suicide arrive, l'ado, il pense que c'est à cause de lui. Alors, surtout si le suicidé lui a dit que c'était de sa faute, là, c'est absolument redoutable. Je me rappelle d'un enseignant qui s'était suicidé et qui, en sortant de l'établissement scolaire, en prenant le métro, et qui avait dit à ses élèves, de toute façon, si je meurs, ça sera à cause de vous. C'était quand même pas pareil comme prise en charge que si l'enseignant était tombé du quai du métro par accident. Vous voyez, la charge de culpabilité, elle est très forte, mais elle peut avoir été posée, mise sur les épaules de l'ado par la personne qui s'est suicidée. Donc, c'est important d'essayer de comprendre ce qu'il en est. C'est important dans les cas de suicide. Alors, on essaye d'accompagner au mieux les parents ou les communautés scolaires quand ça touche un élève, de ne pas faire de l'enfant, de l'ado qui se serait suicidé, par exemple, ou du proche, un héros. Alors, il ne s'agit pas de le diaboliser, bien évidemment, mais faire une marche blanche pour un jeune qui s'est suicidé, ça a été fait dans les établissements scolaires et souvent, ça a entraîné d'autres suicides. Donc, on est très prudent. Ce n'est pas la même démarche de cérémonie collective que quand il y a un jeune qui a été assassiné, par exemple. C'est d'autres choses. À chaque fois, il faut repenser pour ne pas, pour permettre aux adolescents de comprendre que le suicide n'est pas un objectif. En tout cas, on peut trouver d'autres solutions. On peut comprendre la plupart des ados qui font des TS qui en réchappent et qu'on voit après à l'hôpital, mais qui ont essayé de se suicider. C'est pas qu'ils voulaient mourir souvent. Ils ne voulaient plus souffrir.
Et le suicide arrive comme la seule solution. Donc, on est aussi là pour leur permettre, s'ils y ont pensé, si je suis adolescent, j'ai pensé au suicide, mon copain s'est suicidé, comme il l'a fait, ça veut dire que je peux le faire. Donc, il y a toute une attention à avoir, avec les adolescents en particulier, sur cette question du suicide. Les enfants, c'est un peu différent, les adultes aussi, mais les ados, comme ils sont souvent dans l'agir, on est extrêmement prudent. Ça me fait penser à 2 témoignages que vous citez dans le livre. L'un d'un ado dont le père s'est suicidé et qui dit que voilà, il s'est posé plein de questions du style ah, mais est-ce que si le dernier jour, le matin, quand il m'a déposé au collège, est-ce que si je lui avais souri, est-ce que si je lui avais demandé comment ça allait, est-ce que j'aurais pu empêcher ça, justement, alors que je crois que dans ce cas-là, le père n'avait pas du tout dit. Oui. Enfin voilà, il n'a pas du tout annoncé son geste ni rien, mais malgré ça, l'ado s'est quand même senti un peu responsable. En tout cas, il s'est demandé s'il aurait pu faire quelque chose pour empêcher ça. Et le deuxième témoignage auquel je pense, c'est une ado cette fois, dont le petit frère s'était suicidé. Mais les parents n'avaient pas dit donc aux frères et sœurs que c'était un suicide. Et donc elle dit que quand ils ont appris la mort de leur frère avec son autre frère, en fait, ils se sont échafaudés plein de scénarios sur mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, comment il est mort. En plus, voilà, c'est vrai que chez un enfant, on n'imagine pas forcément un suicide. Et donc, ils disaient qu'ils avaient imaginé des scénarios vraiment dignes des séries policières les plus sordides, quoi. Et que finalement, quand ils ont appris que c'était un suicide, ça les a presque... alors, je ne sais pas si rassurer, c'est le mot, mais en fait, voilà, ils ont été un peu réconfortés déjà de savoir exactement ce qui s'était passé finalement, plutôt que de Oui, s'imaginer, ouais. le premier, c'était le dernier à avoir vu son père, parce que le père avait déposé, la maman travaillait, il avait déposé les enfants, du plus petit au plus grand, et lui, c'est l'ado, c'est le dernier à l'avoir vu. Et oui, il était torturé par cette idée-là. Le père s'est jeté sous le métro. Était vraiment torturé par cette idée-là de se dire, mais si j'avais fait un bisou, quoi. Parce que bon, il était sorti, hop, je suis en retard, salut, pas à soi, enfin, comme beaucoup d'ados font. Et il était marqué par rapport à ça. Marqué, marqué, marqué. Et puis la fratrie se disait, mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Et il s'est suicidé 20 minutes plus tard. Donc forcément, on essaye de refaire le film en se disant, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être qu'il serait encore en vie. Ça, c'est extrêmement fort. Et le second exemple, c'est aussi pour accompagner les adultes qui souvent n'osent pas dire le mot suicide parce qu'il est tabou socialement, qui échafaudent. Des fois, c'est beaucoup d'énergie de déployer. Et je peux le comprendre parce qu'on a tellement peur de blesser davantage notre enfant qu'on va pas forcément dire. Mais eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, les ados, ils ont quand même accès aux écrans, peut-être pas chez les parents, mais en tout cas chez les copains. Si c'est un adulte qui s'est suicidé ou même un enfant, il est fort à craindre que ça soit dans la presse. Un suicide d'enfant sur un espace public, c'est dans la presse. Parce que ça attire du monde, etc. Peut-être moins au domicile, mais quand c'est dans un espace public, c'est dans la presse. Il y a des enquêtes pour les suicides la plupart du temps. Donc le voisinage le sait, etc. Donc l'ado, à un moment donné, il va l'apprendre. L'enfant va l'apprendre. Donc c'est plus simple pour éviter les malentendus et surtout le fait que l'adolescent le reprochera aux parents après qui ne l'a pas dit. Tu m'as menti, tu m'as... on peut différer quand l'annonce a été faite et c'est souvent pas aux parents de faire l'annonce parce que c'est trop chargé, c'est au médecin ou quelqu'un qui est un substitut du médecin d'annoncer, c'est pas au prof d'annoncer non plus s'il y a des collègues enseignants, euh, de dire que le médecin va dire les commissions intervenues que malheureusement c'était trop grave, que le cœur s'est arrêté, que leur frère ou leur père est mort. Et là, on peut demander à l'enfant, si on s'en sent deux solutions, on peut lui demander, est-ce que tu souhaites savoir comment? On ne donne pas les détails, hein. Il s'est donné la mort. Et si c'est trop dur, on ne veut pas le dire, on peut dire à l'adolescent. D'emblée, le médecin peut le dire ou le parent qui est là en relais sur comment il est mort. Pour moi, c'est trop compliqué. Là, je ne peux pas te le dire, mais plus tard peut-être. Et puis, un point très important, quand il y a des suicides, il y a des autopsies qui sont mises en place, qui sont des autopsies judiciaires, qui font qu'il y a des délais plus longs avant de pouvoir faire les obsèques. Et puis, il y a beaucoup au téléphone, tout le monde qui appelle. Donc, l'ado, il va capter très vite. Donc, il vaut mieux pouvoir dire avec des mots simples, c'est donner la mort, il s'est tué, on appelle ça un suicide.
que d'essayer de trouver des circonvolutions d'autres situations, parce qu'au final, l'ado l'apprend, et l'ado, quand il l'apprend comme un enfant, ce qu'il va retenir, c'est qu'on lui a menti. Alors, on rame après pour dire, on t'a pas tout dit, mais c'était pour te protéger, mais on perd quand même beaucoup d'énergie. Hmm. On a justement une question à ce sujet, qu'on n'avait pas abordé. Merci Marie pour son témoignage, qui nous dit qu'elle a perdu sa mère donc, par suicide lorsqu'elle avait 19 ans, et qu'effectivement ce sujet est très tabou. Et elle voulait vous demander, est-ce que donc, le livre explique comment parler de ce décès par suicide auprès des enfants, justement, parce qu'elle ne sait pas comment en parler à ses propres enfants. Elle évoque ça comme une maladie, dépression. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que vous auriez des conseils? Alors, là, c'est pour sa mère qui est décédée, pour en parler, elle, à ses Mm. enfants. Il vaut mieux pouvoir en parler. On peut faire un arbre généalogique. Sa mère, ou comme tout proche, il fait partie de l'arbre. Et pouvoir reprendre avec des mots simples. Ça va dépendre de l'âge des enfants, mais dire que leur grand-mère est morte, ben moi j'avais 19 ans, comme je ne sais pas s'il y a un petit nom qui a été donné, mais ça peut être important de donner un nom, même si la personne n'est plus là. Mamie est morte, et est-ce que vous avez envie de savoir, si je me sens en capacité, je peux dire, est-ce que vous avez envie de savoir comment elle est morte? Les enfants peuvent dire non, ils peuvent dire oui. Alors si on a plusieurs enfants, il y en a qui disent je veux savoir, et d'autres non, bah, on dispatche. Euh, Si c'est trop dur, on peut leur dire, bah voilà, elle est morte, c'est compliqué pour moi d'en parler, mais un jour je t'expliquerai. Et l'enfant peut d'emblée dire, mais elle est morte de quoi? Parce qu'il capte bien qu'il y a des choses qui sont pas très nettes. Et là, ça va être important d'éviter le mot juste malade. Parce que mamie qui est morte, ou il s'est suicidé parce qu'il était malade, la prochaine fois que j'ai un rhume, ou que mon enfant a un petit problème, on va dire, ah, il est malade, ah, il va mourir. Donc c'est extrêmement angoissant. Pouvoir dire qu'elle avait une maladie qu'on appelle la dépression. Et même, je pense à des mots, entre guillemets, savants, une schizophrénie, une bipolarité. Il faut mieux donner le mot savant. C'est une maladie qu'elle était soignée ou qu'elle ne voulait pas soigner, que les docteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais que la maladie a été plus forte et que la maladie la faisait tellement souffrir qu'elle s'est donnée la mort. C'est des mots simples, hein, c'est pas forcément compliqué, mais on recontextualise les choses. Et si on a, certaines fois, on a perdu notre proche, on va dire notre mère à 19 ans, on n'est peut-être pas trop perturbé au début, et puis quand notre enfant a 19 ans, il y a une résonance qui fait mal. Et on peut toujours dire à nos enfants, voilà, bah, je vous ai pas parlé de mamie jusque-là parce que c'est compliqué pour moi. Mais voilà, je pense que là, c'est important que je puisse vous le dire. Mais les enfants, ils captent bien, surtout les. Alors, des fois, il y a des recompositions familiales, mais ils vont bien capter que la nouvelle compagne de papy, c'est peut-être pas la maman de maman, mais elle est où la maman de maman? Se dire dans leur tête, faire des nœuds, elle est passée où? Donc, on fait un petit dessin de généalogie et de façon assez simple, les enfants comprennent. Moi, ça fait 30 ans que je m'occupe d'enfants et d'ados dans des situations traumatiques, comme je vous disais en introduction, et des fois endeuillés. Je n'ai jamais vu un enfant, un ado en vouloir. On lui ait dit que son parent s'était suicidé. C'est souvent un soulagement parce qu'enfin, ça met un nom sur toute une ambiance familiale. Il n'y a plus les secrets de famille. Ça donne du sens à certaines choses. Alors peut-être que ça va initier d'autres questions. On n'est pas obligé de répondre à tout. Le mode opératoire, on n'est pas obligé de tout donner. Et on peut dire à l'adolescent ou aux jeunes, voilà, là c'est un petit peu compliqué pour l'instant, on pourra en parler plus tard. Mais nommer, c'est important, oui. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est bientôt la fin, donc si jamais vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Nous, il y avait un petit dernier sujet, donc très rapidement, qui est évoqué dans le livre. Mathilde, tu laisses peut-être parler de la fiction, justement. Oui, c'est ça. On voulait parler de la représentation de la mort à l'écran en disant qu'il y a quand même un paradoxe parce que c'est vrai qu'on parle peu de la mort dans la vie quotidienne et pourtant, quand on regarde les séries ou les films ou même les médias, les actualités, c'est vrai que la mort est assez omniprésente à l'écran. Oui, la mort, il y a le virtuel des jeux vidéo, où des fois, ils n'arrivent pas trop à serrer la réalité du virtuel. Il y a la mort dans les films, avec des fois la mort d'un héros, d'un personnage auquel on s'était identifié. Et on a des ados qui vont vraiment sombrer. Il y a des séries où le héros meurt, et dans les établissements scolaires, on les voit tous s'effondrer parce que le héros est mort dans la série.
Et puis, il y a la mort à l'écran, la mort, les écrans, que ce soit la télé, que ce soit les tablettes, que ce soit les Internet, la mort pour de vrai, les images de mort. On parle souvent des images pornographiques, mais les images de mort, vous tapez cadavre, vous allez avoir des cadavres en photo. Et les adolescents, certaines fois, les enfants, les ados, y vont. Puis des fois, ils ont accès à des images, c'était pas du tout prévu, mais qui viennent faire effraction parce qu'il y a certaines fois, les journalistes disent attention, les images vont être un petit peu rudes. Alors, les ados regardent beaucoup moins la télé, mais les parents qui regardent la télé, les ados peuvent tout d'un coup tomber sur des images entre les différents conflits qui existent actuellement. C'est malheureusement pas les images de mort qui manquent. Et ça peut vraiment l'impacter parce que l'écran est dans son bureau, sa chambre, la salle à manger, dans mon lieu de vie. Donc, la mort peut vraiment m'impacter. Et cet accompagnement-là, je pense qu'il est important à pas banaliser en disant non, mais bon, c'est un jeu vidéo, c'est bon. On sait l'impact des jeux vidéo, entre autres, par rapport à la mort, où on tire, où on tue, où on séquestre, où il y a même des jeux où on viole, enfin des choses extrêmement violentes. On sait l'impact sur les ados qui n'arrivent pas à faire la différence entre la réalité et le virtuel. Et on sait l'impact des images, on l'avait bien étudié avec Serge Tisseron au moment des attentats, des images de mort qui peuvent vraiment venir traumatiser des adolescents. Sauf que là, ils n'en parleront pas, souvent, parce qu'ils ont des fois honte d'avoir vu ça, ou parce qu'ils ne veulent pas inquiéter leurs parents. Donc, quand il y a des faits d'actualité, malheureusement, actuellement, ce n'est pas ce qui manque, essayez d'être un petit peu, de voir si vous pouvez être attentif et de repérer un ado qui irait pas bien, et quitte à, même, on parlait des enseignants, au niveau pédagogique, dans les établissements scolaires, quand on dit on fait une minute de silence en hommage à souvent un drame, ça pourrait être très pédagogique, didactique à ce moment-là, que l'enseignant puisse dire, voilà, ce type d'événement, vous avez peut-être vu des images, vous en verrez peut-être, on peut couper les écrans. Et s'il y a des images qui vous ont blessé, qui vous font mal, qui reviennent la nuit, la journée, qui vous envahissent, il faut pouvoir en parler. Ça, c'est important. Alors après, il y a des établissements qui mettent en place des temps d'échange. Alors souvent, c'est l'infirmière scolaire, l'assistante sociale, le médecin, le psychoscolaire qui vont les animer. Mais pourquoi pas sur le décryptage? On l'avait fait à Paris après les attentats avec des enseignants de collège, de lycée, même au primaire, qui décryptaient l'information faite au niveau des attentats. Alors sans utiliser bien évidemment les images de mort, mais c'était éduquer aux images. Pouvoir se dire qu'une image, elle peut faire mal, et si ça me fait mal, il ne faut pas que je reste tout seul. Vraiment, l'idée du livre, c'est de permettre à l'ado de comprendre qu'il n'est pas tout seul, qu'il peut vivre des émotions qui sont bouleversantes, et qu'en parler, c'est aussi ça qui aide à avancer et à reprendre le cours de la vie. Merci beaucoup, Hélène. Donc, nous allons devoir conclure. Je vais vous partager les références à nouveau pour ceux que ça intéresserait. Donc, votre ouvrage s'intitule La perte, la mort, on s'en parle. Il a été illustré par Clémentine Latron et donc il est disponible dans toutes les librairies. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer et à l'offrir ou à le donner à lire aux adolescents dans votre entourage qui pourraient être concernés. N'hésitez pas aussi à nous suivre. Nous organisons régulièrement des webinaires avec nos auteurs de la collection. Donc, si vous voulez poursuivre nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn et aussi YouTube, où le replay de ce webinaire sera disponible d'ici une semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager. Très bonne soirée à tous. Encore un grand merci, Hélène, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Merci, Mathilde. Et au revoir. Merci à tous pour votre attention et prenez bien soin de vous en tout cas. Au revoir. Merci.